à tous et à toutes. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce débat sans filtre, sans gants, pour analyser les questions qui ont fait la une de l'actualité tout au long de cette semaine qui a commencé depuis le lundi. Aujourd'hui, un vendredi, nous nous retrouvons, vous et nous, pour parler des grandes lignes de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous Maître Donat Kambola, qui est coordonnateur de la société civile IBGDH, ici au Lualaba. Heureuse et bienvenue, Maître Donat Kambola. Merci, madame. Aujourd'hui, beaucoup de sujets ont fait la une de l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo. Il s'agit du dossier de la plainte contre la famille Tshisekedi. Il y a le dossier de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda signé à Washington. Il y a les dossiers Mutamba, les dossiers Kiabula. Nous allons finir par les dossiers de l'insécurité au niveau de la ville de Kolwezi. Ça sera tout pour ces 58 minutes d'échange avec Maître Donat Kambola. Alors, Maître Donat Kambola, comment vous vous portez? Ça fait beaucoup de temps que vous êtes passé par chez nous. Je me porte bien. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné la parole, l'occasion pour que nous puissions nous exprimer sur effectivement les actualités de notre pays. La RDC venait de signer un accord qui fait d'ailleurs trop de bruit, qui fait la une de l'actualité congolaise. C'est quoi, vous, en tant que société civile du Lualaba, quelle est votre lecture par rapport à cet accord? Je pense que c'est quand même une première fois que la RDC mette les mines en avant ou les richesses naturelles en avant pour essayer de restaurer la paix, notamment à l'est de notre pays. Je voudrais parler du point de vue des victimes, qu'on a besoin effectivement de la paix. Les affres de la guerre ont trop duré et il y a urgence que la paix soit restaurée à l'est de notre pays, qu'on mette fin aux souffrances dont sont victimes les populations à l'est de notre pays. Et donc ça, c'est vraiment un besoin, c'est une urgence, c'est une évidence que toutes les parties prenantes que nous rencontrons, avec lesquelles nous échangeons, auprès desquelles nous faisons des plaidoyers comme société civile, nous avons besoin de la paix en RDC. Maintenant, est-ce que le prix de cette paix, c'est l'offre de nos minerais? C'est là que les bas blessent. Oui, nous à la société civile, nous avons toujours estimé que l'abondance de nos richesses devait permettre à l'État congolais d'occuper une position assez forte dans les concerts des nations. Parce que nous n'allons pas continuer à être scandale géologique, mais ne pas tirer profit de ces richesses pour se positionner au niveau de la Vous pensez que jusqu'à ce jour, la RDC ne tire pas profit? Non, jusqu'à ce jour, non. Malheureusement, il y a là-dessus, pour espérer jouir de ces positionnements dans les conseils des nations, il y a des préalables. Il y a des préalables qui sont effectivement d'ordre interne, avant d'en arriver au préalable d'ordre externe. C'est notamment, la RDC doit avoir une vision. La RDC doit se définir une vision. Mais maître, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous voulez dire que la République démocratique du Congo, grand qu'elle est, elle n'a pas de vision? Madame, quand vous regardez l'état de gouvernance de nos richesses, vous allez voir, vous allez constater que la classe politique congolaise n'a pas de vision pour nos richesses, que ce soit les diamants, que ce soit les cobalt, que ce soit les lithium. Tous les grands projets miniers sont entre les mains de qui? Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas qu'en 2008, la RDC a signé une convention minière avec la Chine. Quel bilan on en fait? Donc les mines ne sont pas une affaire de la classe dirigeante. Nous parlons d'un patrimoine commun du peuple congolais. Okay. Et il appartient à ceux qui dirigent le Congo de se définir une vision. Ça, c'est l'un des préalables. On peut aussi citer parmi les préalables la restauration de l'autorité de l'État. Okay. Il est important de restaurer l'autorité de l'État. On doit sentir qu'il y a une puissance étatique déjà pour contrôler et surveiller les secteurs de l'exploitation minière. Sinon, on va signer les accords avec la Chine, on va signer les accords avec les États-Unis et le peuple congolais va continuer à subir l'extravisme, c'est-à-dire une exploitation qui ne contribue pas au bien-être collectif du Congolais comme on l'a vu aujourd'hui. Alors, maître, vous entendre parler, c'est comme qui dirait, vous n'êtes pas très d'accord par rapport à cet accord. Alors, du coup, je me pose des questions qui est telles que, c'est quoi les non-dits dans cet accord? Ce qui blesse, c'est déjà que l'accord a été signé par, je vais dire,
un groupe de Congolais engageant tous les peuples congolais. Nous sommes environ 100 millions d'habitants, comme on dit, mais combien de personnes nous ont représentés? Est-ce que c'est un accord qui lie les régimes en place? Il fallait combien de personnes selon vous? Rien ne peut se faire sans la participation du peuple congolais. Donc vous, société civile, vous avez voulu aussi être associé à la négociation. Madame, c'est une nécessité. Nous parlons de la paix à l'Est. Qui sont victimes de la guerre? Ce ne sont pas les politiciens qui sont... Donc le fait d'écarter... Les premiers concernés par la paix sont les populations qui subissent les affres. Okay. Et ces populations ont un mot à dire. Nous parlons de la guerre dans la sous-région de Grand Lac. Okay. Le peuple rwandais et le peuple congolais, en réalité, les deux peuples ne sont pas en guerre. Quand vous allez dans la frontière, vous verrez que les populations se côtoient. Okay. Les dirigeants qui sont en train chacun de manipuler ou de tirer profit de ces guerres, eux qui sont à la base des conflits, okay, ne peuvent pas nous prétendre être uniques à la solution. Pour que ces résolutions trouvent, comment je vais dire, bonne application sur le terrain, il est important que la population s'approprie. C'est comme ça que désormais, nous, au niveau de la société civile, nous dénonçons le fait que on n'associe pas tellement la population. Les femmes qui sont violées ont un mot à dire dans tout ce qui se passe. Et malheureusement, lorsque les accords sont signés entre dirigeants aux classes politiques, sans aucune redevabilité vis-à-vis de la population, ça reste éphémère. Parce donc on ne peut pas parler de nous sans nous. Vous êtes dans cette logique. Je suis dans cette logique. Rappelez-vous qu'il y a autant d'accords qui ont été signés par rapport à la paix entre différents acteurs politiques, et ces accords n'ont pas trouvé de succès satisfaisants sur le terrain. C'est comme ça que je pense que l'une des faiblesses de cet accord, sur le plan de la forme, c'est le manque de participation des autres parties prenantes. Vous suivez les débats au niveau national, je crie entendre que même le président de l'Assemblée nationale se pose des questions quant à ce qui concerne cet accord. Et ça, et selon vous, la démarche devait être laquelle? La démarche devait être une démarche participative, une démarche inclusive, c'est-à-dire qui implique toutes les parties prenantes. Parce que ça s'est déjà fait ou c'est aujourd'hui que vous souhaitez que ça se fasse de cette façon? Nous avions recommandé ça. Parce qu'il ne faudrait pas aussi trop demander, Maître Donald Non, Kambola. il ne s'agit pas que de l'accord de Washington. Vous vous rappelez qu'il y a 3 ans, l'État congolais a signé aussi des mémorandums avec l'Union européenne. Okay. Et là-dedans, c'est la loi du pays qui voudrait que dans tout ce qui s'est fait comme accord, lisez notre constitution, les dirigeants à eux seuls ne peuvent pas prendre ce genre de décisions. Ils ont besoin de consulter la population parce que nous parlons des richesses qui appartiennent au peuple congolais, pas à un parti politique ou pas à une classe dirigeante. Alors, Maître Donald Kambola, nous avons vu cet accord signé par les deux parties, notamment la RDC et le Rwanda, mais il y a ceux qui estiment que les États-Unis font partie prenante aussi à la signature. Mais il n'y a aucun doute sur la participation des États-Unis. Cet accord, c'est un accord sous l'initiative des États-Unis. Peut-on parler de la tripartite ou... Si, il y a une tripartite. Où les États-Unis ont joué le rôle de médiation? Non, ils n'ont jamais joué aucun rôle de médiation. Les États-Unis sont partie prenante, ils ont les intérêts dans cet accord. Le Congo a été demanderesse de cet accord. Et les États-Unis ont estimé qu'ils ne pouvaient pas signer un accord avec la RDC tout simplement et qu'il fallait associer le Rwanda. Vous avez suivi l'ambassadeur de la France dire qu'on est dans la logique du partage des ressources au sein de la région des Grands Lacs. Il s'agit de ça, il s'agit de concrétiser cette philosophie-là. Mais la question que nous nous posons comme peuple congolais, qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? C'est la grande question, Maître Donald. Voilà pourquoi vous êtes là. C'est pour nous dire qu'est-ce que la RDC ou nous, populations, nous gagnons dans tout ça. Sans aucun, je voudrais dire, oui, aucun mécanisme de transparence et de redevabilité de la part de ceux-là qui ont signé l'accord, je crains que nous puissions être en mesure aujourd'hui d'apprécier qu'est-ce que nous gagnons et surtout dans un contexte où nous avons une gouvernance qui n'est pas basée sur une vision. Parce que quand j'ai suivi les porte-parole du gouvernement national parler de cette question-là, je suis resté avec beaucoup de vide. Quand j'ai suivi la ministre nationale des Affaires étrangères aborder cette question, je crois que beaucoup de vides sont restés. On nous a opposé les secrets d'État.
mais c'est le code minier, c'est notre participation à l'ITE qui exige que l'État congolais soit le plus transparent possible lorsqu'il s'agit des accords qui concernent l'exploitation des ressources naturelles. Et moi, effectivement, comme citoyen, je me dis, comment de cet accord va découler la paix à Goma, à Bukavu, parce qu'il s'agit de ça, mais surtout la sécurité de notre pays. Nous sommes de ceux-là qui soutenons que l'exploitation, en fait l'abondance de nos ressources renforce notre diplomatie et notre positionnement au niveau dans les conseils des États, mais nous ne sommes pas aveugles lorsque nous avons une démarche qui n'est fondée sur aucun programme, sur aucune vision, ça reste des slogans. Donc pour vous, c'est un non-événement? Si c'est un événement, parce que soit... Un événement ou un non-événement? Je parle d'un événement, j'ai dit c'est un événement parce qu'il s'agit quand même d'un accord qui scelle l'exploitation de nos richesses. Mais on se pose la question, moi je suis de ceux-là qui ont lu la convention chinoise, et déjà en 2008, il y avait des voix qui critiquaient cette convention. Vous vous rappelez comment nos amis qui étaient au pouvoir étaient tentés de nous traiter de combattre les pays, les intérêts du pays. Mais autant d'années après, tout le monde est d'accord que la convention chinoise n'a pas permis le développement du peuple congolais. On ne nous a jamais construit des routes, on ne nous a pas construit des rails. Dans tout ce que nous signons comme accord, nous sommes toujours perdants. C'est ce que vous voulez nous dire, Maître Donald Tambola? Vous vous rappelez, madame, on a parlé des contrats lyonnais. Et donc, je voudrais vraiment regarder la question d'équilibre en termes d'avantages. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que le Rwanda gagne? Qu'est-ce que les États-Unis gagnent? Je refuse de subir l'extravisme. On en a assez. Vous et moi, on est de la génération d'après 1960. Si nos arrière-grands-parents ont subi les accords d'accès à nos ressources, mais nous, on ne devait pas les subir parce que vous et moi, on est plus conscients qu'eux. Et pourtant, cette génération-là ne s'était pas laissé faire. Cette génération ne s'est jamais laissé faire. Est-ce qu'on peut conclure finalement que la RDC a bradé sa souveraineté au travers? Je ne veux pas conclure, mais je pose des préalables et je suis en train de poser des questions. Je voudrais que ceux-là qui considèrent que ça a été un bondi, qu'ils viennent nous en démontrer. Mais comme aujourd'hui, on est vraiment caractérisé par une opacité, parce que déjà, il y a des versions de cet accord qui circulent. J'ai appris que ce sont des fake news, mais il est important au niveau du gouvernement, au niveau du peuple congolais, d'en savoir davantage de quoi il s'agit lorsqu'on parle de cet accord, et surtout de nous dire... Donc même vous, société civile, vous n'êtes pas informé? Je pense que je ne suis pas les seuls des Congolais qui ne soient pas assez informés. Même vous qui nous représentez, Maître Donald, ça c'est grave. C'est très grave, madame, parce que quand les politiciens vont signer les accords, ils pensent que le pays les appartient à eux seuls. Non, le pays appartient aux Congolais. Ils ont un mandat bien précis. Alors pourquoi vous êtes société civile si vous-même vous ne maîtrisez rien? Non, mais il faut Alors vous représentez qui? Non, il ne faut pas confondre les choses. La société civile n'a aucun pouvoir, je voudrais dire, n'a pas d'impérium. Elle est là comme l'œil de la population. Voilà pourquoi vous et les députés également, parce que nous avions donné mandat. Les députés, c'est encore très différent parce qu'ils ont des leviers. Ils ont des leviers pour interpeller le gouvernement. J'aurais bien voulu qu'au niveau des députés, qu'il y ait des questions, une interpellation du gouvernement pour qu'à travers les députés, nous puissions en savoir plus. Mais nous sommes dans une situation où c'est l'affaire d'un groupe de dirigeants qui risquerait même de réduire la question d'intérêt général à une question d'ordre politique. Et pourtant, au-delà de la politique, nous parlons de notre bien-être collectif. Alors, je vous ai annoncé plus de 5 sujets qui seront traités tout au long de ce numéro des Politico de ce vendredi. Alors, le deuxième dossier, c'est la plainte contre la famille Tshisekedi. Cette plainte qui est initiée par un avocat belge. Je préfère qu'on l'écoute d'abord et puis on revient après. Des membres de la communauté katangaise qui ont demandé à me rencontrer et les conditions de ce contact étaient compliquées, donc nous avons organisé un rendez-vous clandestin dans un pays d'Afrique, dans des chambres d'hôtel avec des prête-noms pour être sûr que personne ne puisse percevoir ce qui se passait. Et mes amis, parce qu'ils sont devenus amis, m'ont raconté l'immense souffrance de la population katangaise, immense souffrance dans une province
dont la ville, Lubumbashi, aurait dû avoir aujourd'hui la même qualité urbanistique que Dubaï, Doha ou Abu Dhabi, tellement cette région est riche et porteuse d'avenir et susceptible de produire beaucoup de choses pour les hommes et les femmes qui y vivent. Donc nous avons entamé ensemble avec Jean-Pierre, mais aussi de nombreuses autres personnes qui sont avec nous et qui pourraient en temps normal être présentes ici, mais qui sont vraiment en danger. Nous avons décidé de collationner tous les éléments d'information dont nous disposions pour voir comment donner plus de force encore à ce travail qui était là. Il faut savoir que ces ONG, ces groupes, ces associations, ces travailleurs ont manifesté, ont fait des réclamations, ont fait des séminaires, ont fait des démarches auprès des ambassades, ça ne bougeait pas. Il s'avère qu'en examinant le dossier, je me suis rendu compte qu'en réalité, plusieurs personnes qui participaient à la prédation sont de la nationalité de mon propre pays, la Belgique. Et cette question n'est pas banale parce qu'un Belge qui circule dans le monde ne peut pas participer ni activement ni passivement, par exemple, à un acte de corruption, et il peut être poursuivi sur le territoire belge, au même titre qu'il ne peut pas participer à des détournements. Ici, on voit une prédation organisée avec l'utilisation de l'appareil d'État, des gens qui vont faire belle-belle à Washington et qui utilisent les pires marchands chinois et libanais dans la région de Kolwezi, et tout ça en catimini pour procéder à des opérations de prédation. Et Jean-Pierre Mouteba, qui est ici, vous l'expliquera. Donc nous avons travaillé pendant pratiquement 6 mois pour collecter ces informations et rédiger le texte d'une plainte. Cette plainte a été déposée ce matin. Voilà, vous venez là de suivre l'avocat belge répondant au nom de Bernard Menga qui a déposé sa plainte au parquet belge pour poursuivre au moins 9 membres de la famille présidentielle de la République démocratique du Congo. Maître Donat, ça vous fait quoi? Bon, le combat qui est mené par les ONG qui ont initié cette plainte, c'est vraiment à mettre sur les comptes d'une justice distributive. Okay. La constitution de la RDC garantit à tous les Congolais le droit de jouir équitablement et d'une manière juste des richesses naturelles de notre pays. Et ça renvoie effectivement à la responsabilité de ceux-là qui nous gouvernent d'être eux-mêmes justes dans leur façon de procéder, mais surtout de promouvoir le bien-être collectif, donc le développement. Et pourtant, les contrastes montrent que, les constats plutôt sur terrain démontrent un contraste entre les nombreuses richesses du sous-sol, par exemple ici à Kolwezi, et la pauvreté grandissante. Rappelez-vous que nous parlons des zones où les gens n'ont pas accès à l'électricité, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, et les gens sont en train d'être expulsés ou délocalisés sans réinstallation, mais avec des dirigeants très riches, plus que la communauté. Quand vous êtes dans le Lualaba, vous allez voir que les meilleures avenues du Lualaba sont toutes liées aux autorités d'une manière ou d'une autre, alors qu'il n'y a pas de route, alors que la deuxième ville de Kolwezi de Lualaba n'a pas d'électrification. Donc vous avez ces contrastes-là où nos dirigeants s'enrichissent le plus rapidement possible et de façon scandaleuse, alors qu'au niveau collectif, nous restons pauvres. Mais maître, là, il s'agit quand même de la famille présidentielle. Mais ça fait partie de ceux-là qui nous dirigent. Et nos lois ne permettent pas
que ceux qui nous dirigent profitent de leur positionnement directement ou indirectement. On parle de conflit d'intérêts. Parlons du secteur minier artisanat dans le Lualaba comme dans les Haut-Katanga. Vous allez voir aujourd'hui, par exemple, l'occupation de tout ce qui est comme site Jekamine ici à Kolwezi. Quand vous menez les enquêtes sur la chaîne, on va vous dire que les exploitants qui sont ici sont parrainés par tel membre de la famille, si pas du chef de l'État, mais du gouverneur ou de tel général. Ça, ce sont des réalités. Donc, quand je suis le travail qui est fait par les ONG... Donc vous encouragez ce travail, à vous entendre parler? D'abord, c'est leur droit. Ils n'ont violé aucune loi pour porter plainte. Mais si c'est leur droit, pourquoi aller porter plainte en Belgique et non en République démocratique du Congo? Laissez-moi vous dire que cette plainte illustre tout simplement les malaises, les degrés de conflits d'intérêts et d'abus de pouvoir de la part de nos dirigeants. Ça exprime également le fait qu'il y a trop de frustration. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord de voir ces malaises-là, cette prédation, cet extravisme continuer. Parce qu'entre-temps, les phénomènes d'envahissement, par exemple, des sites miniers industriels, les phénomènes de l'exploitation minière dans les maisons des gens, il est encouragé par qui? Et vous savez que ce genre d'exploitation, ça constitue un danger public, notamment pour les femmes qui manipulent ces genres de minerais en toute impunité. Et les phénomènes d'installation de comptoirs d'achat de minerais partout, même là où il n'y a pas de carrière, y compris dans les maisons résidentielles, qui en profitent? Ce sont nos dirigeants, parce que vous savez que pour installer un comptoir, les Chinois paient de l'argent, si pas la province, mais au gouvernement national. Nous avons vu la garde républicaine être mise au service de tous ces comptoirs-là. Mais ça, c'est un abus. S'il y a des gens qui prennent le courage de dénoncer cela, surtout s'ils ont identifié les acteurs et d'amener ces... Parce que nous parlons des acteurs qui ne sont pas congolais, nous parlons des acteurs qui ont des nationalités belges. En même temps, nous parlons de la famille présidentielle. Alors comment expliquez-vous cela? Je suis surpris d'apprendre que certains Belges seraient de la famille du président de la République. Je suis surpris. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui nous trompent et le mensonge a atteint un degré le plus haut possible parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que les Katanga exagèrent un tout petit peu? Parce que la plainte a été... au fait, la démarche a été initiée par quelques organisations non gouvernementales de l'espace Grand Katanga et 4 anciens directeurs de la Jekamine. La rébellion, aujourd'hui nous parlons, c'est toujours le Katanga. Est-ce que vous ne trouvez pas que les Katanga ont fait un peu de trop? Je ne sais pas, quand vous parlez de la rébellion au Katanga, vous faites allusion à quoi? Je ne connais pas ici dans l'espace Katanga une zone où il y a la rébellion vraiment comme on le vit à l'Est. Donc c'est important d'échanger des narratifs sur Quand on parle de Joseph Kabila, on voit le Katanga. Non, ne réduisez pas un homme à une région, sinon ça serait de l'hyperbole qui peut intoxiquer. Parce que moi qui puisse aussi m'identifier comme Katangais, de loin ou de près, je ne suis pas concerné par la rébellion et jamais... Est-ce que ce n'est pas un acharnement? S'il vous plaît, un acharnement contre qui? Vous n'allez pas non plus, on ne va pas non plus refuser à des victimes de réclamer justice. Donc vous voulez dire que les Katangais sont victimes aujourd'hui? Si les ONG, les individus qui sont victimes de ces scandales liés à l'extravisme, à l'exploitation illicite des minéraux, et à une forme de domination d'une famille ou de 2 ou 3 familles par rapport à l'ensemble, vous n'allez pas refuser à ces victimes d'exercer leurs droits de réclamation ou de revendication. D'ailleurs, faut-il encourager que ces gens-là ont utilisé une voie pacifique, contrairement à ceux qui prennent les armes. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, est-ce que c'est faux que dans le Lualaba ou dans le Haut-Katanga, le secteur minier est négativement envahi par telle ou telle autre famille? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux, c'est vrai, parce que le chef de l'État lui-même a été le premier à dénoncer cela. Nous avons vu un grand représentant, je crois, du gouvernement national aller fermer des dépôts à Kakanda. Et on a vu ça, même pas un jour après, ces dépôts ont réouvert. À Kakanda, il y a des gens, des corps qu'on a ramassés
victime de balles perdues et incapable d'identifier quel auteur. Quand vous allez à Moussono, ici dans la commune de Dila, dans le centre d'écologie, cette zone elle est assez militarisée. Mais il y a des dépôts, y compris dans les maisons. Il y a même des coopératives qui sont liées à certains partis politiques, je ne vais pas les citer. Vous voyez ce qui se passe au quartier Mutoshi. Mutoshi, ce n'est pas tout le monde qui a creusé dans sa maison. Il y a des gens qui ont creusé. Mais cette activité est encouragée par qui? C'est encouragé et effectivement encouragé, non seulement par les personnes identifiées dans les plaintes, mais y compris par certaines personnes avec qui nous vivons ici, parce que le péage qui perçoit l'argent de tous les minéraux qui viennent de ça est géré par qui? L'État n'est pas une affaire de famille, madame. L'État, c'est une affaire de nous tous. Nous sommes tous Congolais. Nous avons le droit de jouir de nos richesses. Et il faut encourager nos autorités à un partage équitable. Nos richesses, une fois de plus, doivent profiter à tout le monde, c'est-à-dire doivent assurer notre développement. Comment voulez-vous que nous parlions de la ville de Kolwezi, capitale mondiale du cobalt, alors que la deuxième ville du Lualaba, autant d'années, n'a pas d'électricité, il n'y a pas de route, et même à Kolwezi, même, quand vous allez à Kassulo, les gens n'ont pas de route, les gens n'ont pas d'accès à l'eau potable. Alors, j'ai la chance de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes coordonnateur de la société civile. Alors, est-ce qu'il y a-t-il un rapport, avant qu'on en arrive là aujourd'hui au niveau de la plainte, un rapport qui a dénoncé tout ce que vous avancez sur ce plateau? Je pense en termes de rapport, madame, si vous allez sur Internet, vous risquez d'être surprise qu'il y a un pléthore de rapports sur la question. Je suis de ceux-là qui généralement mènent des enquêtes et ne terminent pas à publier des rapports. Oui. Et pour votre gouverne, tout le monde est d'accord qu'il y a un malaise dans l'exploitation de nos ressources, y compris dans les secteurs miniers que dans les secteurs, d'autres secteurs. Quand vous regardez les populations dont les sols et les sous-sols offrent au monde ces minéraux stratégiques, vous allez comprendre que c'est scandaleux que les gens continuent à s'enrichir impunément sous le dos de la souffrance des autres. Parce que on va vous parler des revenus, de l'importance des revenus, par exemple, qui sont captés par, le gouvernement provincial au Lualaba. Mais je voudrais relever ici quel est, en termes de redevabilité, de transparence, qui sait comment la province du Lualaba gère les 25% de la redevance minière? Qui sait comment la province du Lualaba gère, par exemple, les revenus issus des taxes relatives à l'artisanat minier, comme les taxes sur les concentrés? Si on continue à gérer de cette façon-là opaque, vous n'allez pas refuser. Donc vous parlez d'une gestion opaque. Je parle d'une gestion opaque. Et qui sera à la base de cette gestion opaque? C'est là qui nous dirige, madame. C'est là qui nous dirige et qui s'enrichissent. Au niveau provincial? Au niveau provincial, au niveau central, y compris au niveau local, parce que regardez aujourd'hui les entités territoriales décentralisées qui perçoivent la redevance minière, comment on est en train de nous mettre la poudre aux yeux, qui construit une route, qui construit une école. Regardez la durabilité des routes qui nous sont faites. Quand vous êtes ici à Kolwezi, les tronçons, je pense, Mutoshi à Kassulo, on a construit une route sans l'inaugurer. Dans moins de 6 mois, c'est une route qui a déjà des trous. Aujourd'hui, on est incapable d'y passer. Ouais, donc ce genre de réalisation des éléphants blancs, en réalité, pousse aux gens de considérer qu'effectivement la gestion est opaque. Et quoi de plus normal lorsque nous identifions qu'au Congo, ces gens-là bénéficient d'une impunité, qu'on puisse les amener là où ils peuvent répondre au regard de leur double nationalité. Alors, est-ce que Maître Donakambola, cette plainte initiée par les organisations donc, gouvernementales de l'espace Grand Katanga, peut-elle avoir de l'impact négatif sur l'image du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? Évidemment que ça impacte négativement l'image de nos dirigeants. C'est ainsi que sur le plan redevabilité, je crois que moi personnellement, j'attendrai que le chef de l'État prenne position. Et je m'imagine qu'il existe ce qu'on appelle la maison civile des chefs de l'État. Celle-ci devrait prendre position et éclairer l'opinion publique. Et jusque-là, il n'y a pas une réaction? Je pense qu'il y a, jusqu'à présent, il y a un silence, mais ça serait important au niveau... Parce que moi, je ne suis pas de ceux-là qui condamnent les gens sans que ceux-ci ne soient entendus. Et j'accorde les bénéfices du doute. Ce n'est qu'une plainte.
ce n'est pas un jugement qui condamne. Okay. Et donc, une plainte qui doit partir de preuves. C'est possible qu'à l'issue de la procédure, qu'on dise que les gens, effectivement, sont acquittés. C'est possible. Donc, je ne voudrais pas condamner, mais au moins, ce qui est le plus important pour nous, les citoyens, c'est que les éléments tels qu'entendus dans la bouche de ceux-là qui ont initié la plainte reflètent effectivement la situation du terrain dans les zones de l'exploitation minière. Pas seulement ici, même à l'Est. Vous vous rappelez, madame, avant la prise de la ville de Bukavu, nos collègues de la société civile à Bukavu avaient dénoncé l'implication négative de certaines familles dans l'exploitation de l'or, par exemple. Je voudrais qu'on voie ça ces existe, messieurs. ces rapports. Si on peut nous montrer ces messieurs ici, Maître Donakambola, vous les connaissez? Je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas ce monsieur? Non. C'est lui l'avocat qui a porté plainte, bien sûr, c'est basant sur les arguments des organisations non gouvernementales ainsi que des quelques dirigeants de la GKMIN. Il s'appelle Bernard Menga, qui est cet avocat qui a porté cette plainte. Mais selon l'histoire, cet avocat a plus travaillé avec quelques personnalités rwandaises. Ça en dit long sur la plainte. Oui, parce que les gens veulent spéculer. Donc on se pose la question, est-ce que finalement c'est une stratégie que le pouvoir rwandais met sur pied pour essayer d'éternir l'image des autorités congolaises? Je pense, madame, je ne voudrais pas tomber dans les spéculations. L'objectivité m'amène à analyser cette question au regard des faits. D'abord, avant de répondre à votre question, les faits contenus dans la plainte, tel que cela a été reporté lors de la conférence de presse, pour moi, reflète effectivement les malaises qu'il y a sur terrain. Mais ça, son rapprochement avec le personnalité rwandaise, ça en dit aussi long. Le rapprochement de cet avocat avec les autorités rwandaises, je n'ai pas d'éléments objectifs pour déduire. Encore faut-il dire qu'un avocat n'a pas de limites, hein, parce que vous n'aimez pas tel qu'il peut refuser une clientèle. Et donc, il faut rester sur les principes. Mais quand vous défendez plus les dossiers d'un seul coup, ça en dit aussi long. Mais... Ça c'est l'imaginaire collectif qui préfère, sans éléments objectifs, tirer des conclusions. Okay. C'est comme ça que je vous dis, moi, je ne vais pas entrer dans les spéculations. Moi qui suis activiste et défenseur des droits de l'homme, qui accompagnait les communautés locales sur ces questions-là, okay, je vous dis, il y a un problème de prédation quant à ce qui concerne l'exploitation de nos richesses. Et cette prédation, c'est l'œuvre notamment de nos dirigeants, de leurs proches, familiaux ou juste politiques. Ça, nous l'avons toujours dénoncé. Maintenant, que ce soit une plainte qui est portée au niveau de la Belgique et qu'on considère que l'avocat qui accompagne les plaignants a des ramifications avec les pouvoirs du Rwanda, moi, je ne les connais pas. Mais je vous invite quand même à taper Bernard Menga sur Google. Ce n'est pas tellement important. En savoir plus. Ce n'est pas tellement important parce que je ne voudrais pas qu'on politise tout. Justement. Et c'est très facile à vouloir se dédouaner vis-à-vis de ses responsabilités en accusant les uns. Bon, il ne faut pas présenter les gens comme s'il y avait ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre. Okay. Les faits sont là. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays. En temps normal, nos autorités doivent briser les silences et dire, voilà, les personnes qui ont été citées n'ont pas de lien avec nous. Vous avez vu d'ailleurs au début du premier mandat du chef de l'État qu'ici, on a mis les militaires pour sécuriser les concessions minières. Mais aujourd'hui, rentrer sur terrain, aller dans les concessions de l'entreprise du groupe RG, vous verrez que ces sites sont envahis par une exploitation minière encadrée par des généraux, encadrée par des membres de famille. Quand on cite les noms des membres de famille ici, les gens n'accusent pas ceux qui citent d'être ennemis. C'est quand les victimes agissent, portent plainte, qu'on cherche à les faire porter telle ou telle autre casquette. Ça peut être une coïncidence que cet avocat a des clients de l'autre côté et qu'il a des clients. Je vois comment vous déployez pour... Si, c'est important parce que vous m'avez posé la question. Et il est important aussi, je ne le défends pas, je ne le connais pas, mais je réponds, j'essaie d'être le plus objectif possible. Parce que ça vous arrive aussi. N'attendez pas de nous ou de moi une spéculation. Et surtout que les gens sont habitués à une diffamation sans nécessairement apporter des preuves de leurs allégations. Voilà.
Le prochain dossier, c'est l'affaire Constant Moutamba. Le procès a débuté, je pense, ce mercredi. Alors, Maître Donald Kambola, c'est quoi votre lecture par rapport à cette affaire qui fait également l'actualité au niveau de la République démocratique du Congo, voire un ministre, un ancien ministre, parce qu'il a déjà démissionné, il a déjà déposé sa démission auprès du gouvernement congolais. Ça vous fait quoi, cette affaire? Bon, je crois que d'abord, il faut laisser la justice faire son travail. Il faut qu'on évite, nous sommes dans un état de droit, c'est ce que dit notre constitution, et la justice étant saisie, il n'y a qu'elle, au bout, qui pourrait dire tel est coupable ou tel est innocent. À ce stade, nous autres, les analystes, nous devions respecter ces principes d'innocence, parce que c'est vraiment la présomption d'innocence qui est garantie par notre constitution. Et nous devons nous incliner comme démocrates et comme un pays, comme on dit, vivant dans un état de droit. Deuxième chose, tout ce qui se passe, c'est prévu par la loi. Okay. C'est la loi qui dit, lorsqu'un membre du gouvernement est mis en accusation, qu'il puisse démissionner. Okay. Et pour autant qu'on a respecté la loi, bravo. Mais ça devait... le mais qui m'intéresse. Oui, ça devait concerner tout le monde. C'est-à-dire j'aurais bien voulu... Vous voulez dire quoi par là? Non, j'aurais bien voulu que le cas de Moutamba ne soit pas isolé. Donc c'est un cas isolé, c'est l'enfant. Je voudrais dire que le cas de Moutamba ne soit pas... Vraiment, c'est mon souhait que ça ne soit pas un cas isolé. Que tous ces dirigeants, dont certains soient accusés en Belgique, puissent faire effectivement l'objet de poursuites. Oui, ce ne sont que des poursuites. À la fin, si les gens ont des moyens pour se défendre, moi, je fais confiance à notre justice, ils seront acquittés. Nous avons vu ça avec l'actuel président de l'Assemblée nationale. On l'a accusé, il a été soumis à un procès et à la fin, il a été acquitté. Donc, je voudrais bien qu'en commençant par les entités territoriales décentralisées, en passant par les provinces et au niveau national, que tous ces dirigeants qui sont accusés de corruption, ne serait-ce que par prestige, quand votre nom est cité, que vous puissiez d'abord vous remettre... C'est quoi votre crainte? Est-ce que vous avez peur que cette histoire de procès finisse sans suite? Non, ce n'est pas ma crainte. Parce on dirait que c'est ce que la population pense. Non, mais... de s'habituer au procès qui n'apporte rien, non, mais il faut dire que nous sommes dans une dynamique, les choses évoluent. Nous n'avons pas assez vu le Conseil supérieur de la magistrature communiquer sur des procès. J'ai vu qu'il y avait un communiqué du Conseil supérieur de la magistrature annonçant l'audience qui s'est passée la fois passée. Donc nous sommes dans une dynamique plus ou moins d'évolution, mais ayons notre mal en patience. Certains pensent que du côté Moutamba, il y a plus de précipitation, alors qu'il y a... Je ne voudrais pas lui prêter des intentions. C'est donc... Nous avons comme élément, c'est ce qui ressort de la communication officielle, okay. Alors que nous n'avons pas toutes les cartouches que détiennent les uns et les autres. C'est un procès. Moi, je salue tout simplement qu'il bénéficie de son droit à un procès équitable. Respectons sa présomption d'innocence. Okay. Encourageons que ce genre de dossiers se multiplient au Congo. Parce qu'on a parlé de beaucoup de cas de détournement. Okay. Quand le chef de l'État arrive en Bujumaï et à Kananga, vous savez qu'on a cité des projets qui n'ont jamais été, qui ont été financés mais qui n'ont jamais été réalisés. Je fais allusion à Tilé-Gelou, je fais allusion à la route. Donc ma question sur la précipitation sur l'affaire Moutamba, Maître Donald. J'ai fait allusion aux famines. J'ai fait allusion à beaucoup de dossiers. À Nicolas Kazadi qui a fait des révélations. Jusque-là, il y a un silence. Je suis donc de ces citoyens qui attendent, mais qui voudraient surtout que le cas Moutamba, une fois de plus, ne reste pas un cas isolé, parce que les cas où les gens ont été cités, il y en a multiples. Et si la justice... Et la sélection, c'est pas sur, fait sur base de quoi, Maître Donald? Et si la justice s'applique à s'intéresser à tous ces genres de questions, ça pourrait déjà dissuader les éventuels détourneurs. Okay. Et les éventuels détourneurs, il y en a. J'ai parlé de la gestion opaque. Il y en a ici au Congo, il y en a en province, il y en a dans les ETD. Nous qui vivons dans les zones où les gens perçoivent la redevance minière, les gens perçoivent
on me dit qu'il y a un péage où quand les gens reçoivent l'argent, cet argent n'est pas facile à être tracé dans les trésors publics. C'est le rôle des assemblées provinciales, c'est le rôle de l'Assemblée nationale de contrôler l'exécutif. Mais bon, s'il n'y a pas de contrôle, mais à partir du moment, par exemple, l'IGF cite les noms des gens, à partir du moment où les organisations de la société civile comme l'ODEP, l'Observatoire des dépenses publiques, qui ne fait que pondre des communiqués... Et pourquoi l'IGF n'a jamais effectué son contrôle au niveau de la présidence? Vous savez que l'IGF... Ou les lois interdisent... Non, les lois n'interdisent pas. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'IGF, oui, c'est un organe qui dépend de la présidence, mais est-ce que l'IGF agit en toute indépendance? On ne peut pas contrôler son tutelle. Il n'y a aucun texte légal qui interdit. Et c'est comme ça que je vous dis, le cas de Moutamba ne devrait pas rester isolé. Parce que ça signifie que nous allons dans l'application de nos lois. Et parce que la loi est objective, il faut l'appliquer à tout le monde. Si on le fait de façon, comment on dit, sélectionnée et partielle, ça innocente les éventuels coupables. Et je voudrais donc que les choses se fassent selon nos lois. Et mon point de vue, comme citoyen qui s'intéresse sur la gouvernance de nos ressources, je considère que tous ceux-là qui sont impliqués de loin ou de près sur les questions de détournement devraient effectivement faire l'objet des interpellations par notre justice. Et ce n'est pas un péché. Un signe d'une justice indépendante ou une opération politique? Je ne sais pas. Je considère tout simplement que ce qui est politique, en tout cas, moi, je n'ai pas accès. Ce que je constate, c'est judiciaire. Parce que nous suivons les informations, okay. On en parle, plus ou moins il y a un débat contradictoire, et sur base de ce débat contradictoire, nous pourrons émettre notre avis. Et tant que ça ne viole pas nos lois, nous ne faisons qu'applaudir. Donc là, on peut se permettre d'applaudir. Pourquoi pas? Si la justice... C'est quand même une première, un ministre de la non, justice. Non, il y a déjà... Il y a l'ancien directeur des chefs de l'État, l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État, ce n'était pas n'importe quelle personnalité. Et c'était quoi? Et vous vous rappelez, mais il a été acquitté. Et prenons pour vérité ce que le juge a dit. Merci, Maître Dona Kambola. Nous passons d'un sujet à un autre. Il s'agit du dossier du gouverneur de la province du Haut-Katanga qui a fait une déclaration et qui a été juste après rappelé d'urgence à Kinshasa par le VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani. Nous écoutons d'abord le gouverneur Jacques Blakatoué. Tunasema hivi, vita hii tutakuwa nayo ni vita inatoka Rwanda. Wale wa Kongole, Kabila, Malanga, Saina njo pale tunakombana nabo. Wale tunakombana nabo ni Rwanda. Wale wa Kongole, President anasema wale tutangalia mambo yao kama ndi munyumba na tusumbulie mbele na Rwanda. Ni kwa maana tulienda kwa États-Unis, uliona ministre wa Affaires étrangères. Voilà, vous venez là de suivre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Blakatoué, qui séjourne à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sur invitation du VPM de l'Intérieur, Jacques Chabani. Maître Dona Kambola, de quoi reprochez-vous le propos du gouverneur Jacques Blakatoué? En tout cas, moi, je ne suis pas bien placé pour apprécier son propos. Déjà, quand on dit qu'il séjournerait à Kinshasa, alors que les dernières images que j'ai vues, je crois qu'il était à Kilela-Balanda. Et pour autant que le VPM serait lui-même aussi dans la délégation qui représente les pays à Doha, je crains que nous n'ayons vraiment tous les éléments pour confirmer. Mais il y a quand même une lettre l'invitant à Kinshasa. Oui, cette lettre qui circule déjà dans les réseaux sociaux, justement, je m'en méfie. Est-ce que c'est authentique? Moi qui n'a pas accès ou qui n'ai pas accès aux données du gouvernorat du Haut-Katanga, je préfère suivre les événements. Mais mon opinion sur... j'ai entendu, j'ai lu aussi, je crois que les partisans de l'UDPS qui ont décidé de manifester pour dénoncer son discours.
Alors Pas que seulement de l'UDPS, il y a plusieurs déclarations. alors que quand je les suis, comme on les suit là, ils parlent en Swahili, mais ils citent les chefs de l'État. Parce qu'il dit, les chefs de l'État dit. Chose qui a été démentie par, je pense, le coordonnateur de l'UNAFEC ou quelque chose comme ça. Moi j'ai suivi le chef de l'État par plusieurs fois. Le chef de l'État a toujours considéré que l'ennemi de ces pays, c'est effectivement le président rwandais. Et il a qualifié, quand vous regardez son discours en Bujumaï, quand vous regardez l'un de son point de presse, autant de fois le chef de l'État a confirmé que lui, l'interlocuteur avec lequel il devait discuter, c'était le président rwandais. Et par rapport aux autres, le chef de l'État les avait qualifiés de marionnettes. Maintenant, Kiaboula les considère comme des frères. Ouais, donc en réalité, on parle de la même chose, mais chacun a sa façon de qualifier ces gens. L'un dit que ce sont des marionnettes, lui qui cite le président de la République, il dit que ce sont ses frères. Mais oui, ça reflète quoi? Kiaboula, qui est un citoyen congolais qui jouit de la liberté d'expression et d'opinion, on ne peut pas lui refuser. Il y a également de l'union sacrée, cette précision, elle est importante. Oui, on ne peut pas lui refuser de donner ses opinions, surtout si ce n'est pas en violation de la loi. Parce que s'il considère tel autre comme frère, il a violé quelle loi? Ouais, un peu. Moi, je voudrais effectivement qu'on reste dans l'état de droit, qu'on quitte les sentiments, qu'on quitte les populismes. Kiaboula, il est effectivement de l'union sacrée, mais il vient d'où? Ça signifie tout simplement que ça illustre... il vient d'où, maître? Il vient d'où? On connaît tout son parcours. Kiaboula était au PPRD. Comment il a quitté le PPRD pour se retrouver à l'Union sacrée? Il a quitté comment, maître? On est curieux. Oui, mais vous savez comment on a reproché la constitution de l'Union sacrée? Ça signifie que ça illustre le fait que nos dirigeants, la classe politique congolaise, en général, les gens se réunissent sans rien avoir en commun, ni sur le plan idéologique, ni sur le plan conviction. On a souvent parlé de contre-mariage, où les gens se retrouvent dans telle plateforme, mais en réalité, ils n'ont rien en commun. C'est comme ça que quand lui parle, il parle de ses opinions. Au même moment, les membres de sa famille politique considèrent que... parce que dans une famille politique, si les gens se réunissent en fonction des convictions, il y a une ligne de conduite, il y a une discipline, et même sur le plan communicationnel. Mais nous, on a été habitués aux gens qui sont soi-disant dans une même plateforme. On les a vus beaucoup, même ici à Kolosi. Ils étaient au PPRD. Depuis quand ils ont quitté au PPRD, on ne sait pas. Nous avons vu pendant l'année électorale, là, les gens là se sont présentés plus avec leur fondation qu'avec leur parti politique. Et donc, les discours de Kiaboula, je comprends ces détracteurs. Parce qu'étant dans une même famille politique, il devait avoir une cohésion, y compris sur le plan communicationnel. Donc c'est surprenant mais je n'entends pas une cohésion de cette classe politique-là, pour autant que les gens se réunissent sans avoir rien en commun sur le plan des convictions. Mais ce que vous dites là, il y a Jean-Pierre Bemba qui peut se réveiller un matin, qui fait des déclarations de l'autre part. Aujourd'hui, nous avons Jacques Kiaboula. Tout le monde peut se réveiller au sein de l'Union sacrée et dire ce qu'il pense. Vous savez, madame, parlant par exemple de Jean-Pierre Bemba, il semble que lui a le droit d'insulter, de qualifier les gens comme il veut. Bon, s'il y a une autre... Parce que quand lui, par exemple, se permet de raconter des histoires sur les évêques... Ce sont des histoires, sur les ce sont des révélations. Sur les évêques, tout le monde, ceux-là, ils applaudissent. Non, il faut un peu de tolérance dans ces pays. Il faut respecter que tout Congolais jouit de la liberté d'opinion. Et ça interdit une pensée unique. Notre constitution interdit une pensée unique. Justement, est-ce que c'est une façon de museler? Parce que quand lui, Kiaboula, parle de ses frères, le chef de l'État parle de marionnettes. Et pour le chef de l'État, la stratégie, c'est d'abord un accord avec les Rwandais. C'est qui retombe encore sur les Katanga. Et les autres, c'est vous qui voyez les Katanga partout. Quand les autres, c'est Doha. Et c'est ce que Kiaboula nous a dit. Et c'est ce que Kiaboula, effectivement, moi quand je l'écoute, il parle en Swahili. Effectivement, il cite le chef de l'État, ce qui lui a toujours parlé, si pas en lingala, en français. Donc, ce n'est pas une façon de museler. Est-ce que ça ne va pas créer une forme d'instabilité institutionnelle? En tout cas, cette façon de faire quelqu'un qui fait une déclaration. Entre eux, ils savent comment ils se sont réunis et on s'en fout de comment ils vont se
c'est divisé. Parce que c'est entre eux, c'est l'union sacrée. On s'en fout de comment. Donc vous voyez déjà la division. Il n'y a pas de problème. Pour preuve, quand lui parle, je crois que c'est lui le numéro 1 de l'union sacrée. Justement, voilà pourquoi ça fait débat, parce que Kaboula n'est pas n'importe qui. Non, c'est juste une preuve qu'il n'y a aucune cohésion sur le plan idéologique entre ceux-là qui se disent être ensemble. Ils sont à mesure de se soupçonner. Kaboula, quand il dit, j'ai suivi les gens qui le défendent aussi, on considère qu'il n'a répété que ce que le chef a toujours dit. Et effectivement, lui, quand il prend la parole, il dit, le chef de l'État a dit. Et moi, je constate qu'il y a quand même une nuance, c'est que lui, il appelle frère. Les chefs de l'État les a toujours appelés marionnettes. Ce sont des synonymes, selon vous? Non, mais chacun est libre de qualifier tel ou tel. Bon? Parce que, madame, votre ennemi peut être mon frère. Et comment vous pouvez être dans l'union sacrée l'ennemi du chef de l'État et le frère des membres du présidium? Ça, c'est à eux. Ça en dit long. Ça, c'est à eux. Non, mais ça en dit long sur comment les gens trichent. Mais l'ennemi du chef de l'État est forcément l'ennemi de tout membre de l'union sacrée. En temps normal. Mais sur base de quoi? Parce que les gens ne partagent même pas la même conviction. Alors ils sont là pourquoi s'ils ne partagent pas la même conviction? On les a toujours posé la question. Comment toi qui étais au PPRD hier, tu te retrouves dans l'union sacrée? La politique est dynamique. Ils vous disent ça, mais c'est juste pour justifier le fait que les gens sont en train de changer de position, pas par rapport aux convictions, mais par rapport à leur positionnement personnel. Et la conséquence, c'est que ça peut aller dans tous les sens. Mais c'est quoi la crainte de tout ce que nous constatons? Moi, je ne crains rien. Je crains rien, mais ça confirme plutôt que la jeunesse, par exemple, aujourd'hui, nous devons changer notre engagement citoyen. Okay. Nous devons revoir notre fondement idéologique. Que vous soyez en politique, que vous ne soyez pas en politique, nous devons quitter les facilités que les gens ont. Parce que les gens pensent que aller en politique, c'est de faire de l'argent, c'est de se positionner, avoir le pouvoir pour le pouvoir. Parce que même en parlant de Kaboula, moi quand je suis à Lubumbashi, il n'y a pas de route à Lubumbashi. J'aurais bien voulu que les gens de l'UDPS lui reproche, par exemple, le manque de route à Lubumbashi. Donc vous sentez qu'il est protégé sur ce point, sur sa gestion. Que les gens de l'UDPS reprochent le gouverneur par rapport à ses réalisations sociales vis-à-vis de bien-être commun. Est-ce que Kaboula ne travaille pas entre nous, Maître Donat? Madame, vous et moi, il nous est arrivé de passer par Lubumbashi. Il n'y a pas de route à Lubumbashi. Vous passez par quoi s'il n'y a pas de route? Pardon? Vous passez par quoi s'il n'y a pas de route? C'est aller au Bel Air. Aller au Bel Air, les gens souffrent. Mais tout ne va pas se faire en un jour, Maître Donat. Oui, mais ça fait combien d'années que ces gens-là sont au pouvoir? On ne leur demande pas de tout faire, mais on leur demande de commencer. Est-ce qu'ils n'ont pas commencé? Non, les gens n'ont pas commencé parce que vous avez, comme je disais à Kolwezi, vous avez des routes qui sont construites et qui s'abîment avant leur inauguration. Vous avez des choses qui sont réalisées, mais quand on les inaugure, on ne sait pas exploiter ces choses-là. Et ce genre de réalisation, pour moi, ce n'est pas le développement, c'est de la poudre aux yeux. Et j'aurais bien voulu que la justice, comme pour le cas de Moutamba, qu'on s'intéresse un peu. Les derniers dossiers, l'insécurité dans la ville de Kolwezi, pour ne pas parler de la province du là-bas. Maître Donat Kamboula, comment se porte l'insécurité? Je crois que du point de vue sécuritaire, nous avons encore en mémoire les décès de compatriotes. Et malheureusement, même dans la gestion de ces deuils, je crois que le gouvernement provincial a des soucis avec la famille. Parce que j'ai entendu, j'ai été contacté comme acteur de la société civile, qui avait quand même des bémols entre le gouvernement provincial du Lualaba et les membres de famille. Là, je parle de deux derniers décès, il y a, je crois, déjà 2 semaines, sinon plus. Et notamment M. Vital Mumba. Ça fait trop de bruit. Je ne sais pas si on l'a enterré, mais je ne pense pas. Ça illustre le fait qu'on doit quitter les slogans. On doit quitter le populisme. Moi, je veux bien qu'on achète des véhicules au commandement de la police-ville. C'est même là qu'on ne comprend pas. Beaucoup de véhicules, même la mairie a doté la ville de quelques jeeps pour renforcer la sécurité. Les patrouilleurs, vous les avez vus où? À travers... À quoi servent ces véhicules que la province se dote chaque jour? Je crois que ça permet juste aux gens d'exagérer les factures et de se donner un peu des avantages là-dessus. C'est comme ça que l'IGF devait nous aider à regarder ces gens de dépenses. Mais au moins, on a vu quand même les véhicules qu'on a achetés. Moi, j'ai vu les véhicules, mais est-ce que c'est suffisant? On veut voir qu'on a acheté 10 véhicules et sur le plan sécuritaire, il y a des avancées. Donc là, le problème se situe au niveau de la sécurité. Au-delà de ceux qui nous dirigent. Ceux qui nous dirigent ont à leur disposition les forces policières et armées pour effectivement assurer notre sécurité. Mais pourquoi on continue à subir ces gens? Et en plus, on dit
Il y a des zones, quand vous allez aujourd'hui à Kanina, à la paroisse Christ-Sauveur, vous allez voir qu'il y a un groupe de délinquants qui ont déjà pris assaut l'espace. Mais à côté, vous avez les... Kanina, c'est du côté 5 ans. C'est au quartier 5 ans. Il y a, je pense, la succursale de la police là-bas. Mais pour quel impact? On appelle ça comment? Sociat, je pense. Sociat, pour quel impact? Les gens ne sont pas motivés. Les gens ne sont pas pris en charge. Les véhicules sont transformés en véhicules de transport privés pour leurs chefs. Vous avez des preuves Et pour quand, ça, quand vous êtes sur la route, ces véhicules-là ne respectent même pas les codes de la route. Ah bon? C'est comme si au mais Congo... c'est une urgence, non? Non, mais quelle urgence? Ils doivent aller sauver de vie. Mais, madame. C'est nous-mêmes qui nous plaignons qu'on a fait caca en retard. Ils sauvent quelle vie, vous les voyez. Parfois, vous avez l'impression que les conducteurs sont même ivres parce qu'ils peuvent vous cogner à tout moment. Les gens ne respectent pas les codes de la route et ça, on est peiné. Donc, sur le plan sécuritaire, je crois que le ministère provincial de l'Intérieur devait quitter les slogans et de regarder les réalités des terrains. Vous pensez que le ministère de l'Intérieur est toujours dans des slogans? On nous a beaucoup chanté. Mais on l'a vu même nuitamment descendre sur le terrain pour sécuriser la population. Madame, il faut lire ce qui se raconte dans les différents groupes. C'est pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est dit? Ce qui s'est dit dans les différents groupes en rapport avec les autres quartiers. Je pense qu'on est vraiment là dans une impuissance de l'État congolais parce que les jeunes gens qui vandalisent les gens la nuit, ces phénomènes continuent, il existe. Mais entre-temps, il y a un problème de prise en charge de ceux-là qui vont au front, c'est-à-dire les policiers ou les patrouilleurs qui vont vraiment à l'attaque. Est-ce qu'ils sont bien pris en charge? Nous sommes pendant une période où il fait très froid. Je voudrais bien vérifier avec les syndicats si nos policiers sont bien pris en charge. L'argent que la province disponibilise pour la motivation, est-ce que ça arrive réellement? Okay. Bon, les véhicules que le maire de la ville ou tel a acheté, a mis à la disposition de la police, est-ce que c'est utilisé en bon père de famille? Quel impact sur la situation sécuritaire? Mais surtout, une question particulière, si on n'a pas encore enterré M. Mumba, il est important que le gouvernement provincial considère que le deuil, c'est d'abord une affaire de famille et on doit donc trouver intérêt d'entente avec la famille. Pourquoi on ne veut pas l'enterrer? C'est quoi qui dérange? Je pense que selon la famille, d'abord, la famille considère qu'on ne les a jamais associés aux décisions qui sont prises et qu'il est important de créer un dialogue. Voilà, ce qui met la fin de notre émission de ce vendredi politico, des sujets lourds, des analyses franches et de vérités parfois inconfortables. Madame, Messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous présenter ces numéros. On se retrouve très prochainement. Au revoir.